Alors, bonjour à tous et à toutes. On est en entrevue en ce moment avec Go Gauche et avec une invitée spéciale qui s'appelle Camille. Et aujourd'hui, on va parler de logement. Donc, on est dans la semaine qui s'intéresse vraiment aux dynamiques dans la sphère du logement. Puis, plus précisément, comment le logement affecte différents démographiques différemment. Donc, Camille, je ne sais pas si tu voudrais commencer par te présenter un petit peu. Oui, bonjour tout le monde. Mon nom est Camille, moi je suis étudiante à la maîtrise à l'INRS. Je étudie en études urbaines. Sinon, j'ai un background en sociologie puis en études féministes. J'ai fait une concentration en études féministes. C'est ça, maintenant je suis rendue là, à écrire mon mémoire là, dans le cadre de la maîtrise en études urbaines. Parfait. Puis, dans le fond, nous, ce qu'on essaie de faire dans notre campagne avec Go Gauche, c'est vraiment de s'intéresser à une analyse intersectionnelle des enjeux qu'on aborde. Puis, peut-être pour faire une définition vraiment rapide de qu'est-ce que ça veut dire une analyse intersectionnelle. Corrige-moi, je ne sais pas si je ne suis pas une experte non plus, mais ça serait vraiment d'aller s'intéresser à la situation particulière des personnes qui vivent aux intersections de plusieurs oppressions. Donc, au lieu d'aller faire un portrait général de la situation, on va vraiment centrer sur les gens qui sont les plus marginalisés, qui vivent plusieurs oppressions à la fois. Puis, tout en se rappelant que de vivre plusieurs oppressions, c'est pas seulement l'addition de plusieurs oppressions, mais c'est que ça crée une réalité particulière pour chaque situation. Donc, c'est intéressant d'aller voir les particularités de cette réalité-là. Donc, c'est un peu l'angle avec lequel j'ai approché Camille, parce que je ne sais pas si tu voulais nous parler du sujet de ton mémoire. Oui. Moi, c'est ça, je vais travailler sur l'insécurité résidentielle des mères monoparentales. Pour moi, c'était vraiment en lien avec mes intérêts de recherche là, de pouvoir combiner là, tant le féminisme et le logement dans le cadre de mon mémoire. C'est ça, moi, je veux vraiment savoir un peu, dans le cas particulier des mères monoparentales qu'on sait qui sont très vulnérables et précaires au niveau du logement. Alors, c'est quoi leur parcours résidentiel à elles? Et comment elle navigue là-dedans, là, dans un marché locatif là, qui est de plus en plus sous tension. Donc, c'est ça que je vais regarder là, dans mon mémoire. Est-ce que tu trouvais qu'il manquait de recherche, de documentation sur la situation des mères monoparentales? Oui, il y en a quand même certaines sur les femmes en général. Par contre, pour ce qui est des mères monoparentales, sont quand même une situation très particulière. Dans le contexte du moins montréalais ou québécois, il y a pas beaucoup de choses récentes. Il y a des études qui sont plus vers les années 80, quand il y a eu vraiment une émergence de la famille monoparentale là, qui n'existait pas beaucoup avant. Donc, quand ce modèle-là a émergé, là, on voit qu'il y a eu beaucoup de recherches, mais là, on dirait qu'on s'est un peu désintéressé à ce groupe social. Puis, surtout là, dans ce qui est dans la situation du logement. Donc ça, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Là, donc, c'est sûr que ça a mené à ce que je recherche sur ce groupe-là. Puis c'est d'autant plus que c'est un groupe qui vit beaucoup d'insécurité résidentielle. Donc, ça, on le sait là, dans les statistiques. Oui, puis aussi, on peut penser que c'est peut-être ça ne concerne pas tant de personnes, mais en fait, il y a énormément de familles monoparentales. Je pense que c'est presque 50-50 maintenant avec les familles biparentales. Puis j'ai lu que 8 familles monoparentales sur 10 ont comme chef de famille des femmes. Donc, c'est vraiment un groupe qui est extrêmement présent dans les villes, mais aussi partout à travers la province. Moi, tu as parlé qu'il y avait eu beaucoup de documentation sur les femmes en logement, puis on sait que les femmes sont plus vulnérables en général dans le logement, entre autres parce que
elles ont moins d'autonomie financière que les hommes, mais aussi parce qu'elles sont susceptibles de subir des violences physiques ou sexuelles de la part des personnes qui sont en position de pouvoir dans leur logement, que ce soit un concierge ou un propriétaire ou une propriétaire. Donc, comment est-ce que la situation des mères monoparentales diffère des femmes qui se retrouvent en insécurité de logement? Ben, je pense que c'est pour deux raisons principales. La première, c'est que les mères monoparentales vivent beaucoup plus de précarité financière que les femmes seules, par exemple, et que les pères monoparentaux. Oui, effectivement, là, comme tu as dit, il y a moins, on voit moins ça, des familles avec des pères à la tête d'une famille, donc des pères monoparentaux. Mais ceux qui le font, en général, ont un revenu plus élevé que les mères monoparentales. Donc, c'est sûr que ça aggrave leur situation là, quand on parle de logement parce qu'il y a une vulnérabilité vraiment plus accrue. Puis aussi, ben, c'est sûr que aussi faut mentionner que c'est pas les mères monoparentales sont pas un groupe homogène non plus. C'est pas toutes les mères monoparentales qui vivent les mêmes défis. Mais c'est sûr qu'on peut en tirer quelques tendances selon les recherches qu'on a. Mais comme tu as mentionné, d'un point de vue intersectionnel, c'est sûr qu'une mère blanche monoparentale ne va pas vivre les mêmes défis qu'une mère noire ou immigrante monoparentale. Mais c'est sûr que si on regarde les tendances, là, dans le cas, par exemple, d'une séparation, d'un divorce, les mères qui se retrouvent avec la charge complète des enfants doivent souvent se relocaliser. Puis, il y a quand même une perte de revenus importante, donc la moitié du revenu qui s'en va. Des fois, la mère non plus n'a pas de travail, donc doit se trouver un travail et tout ça. Donc, dans ce contexte-là, ils ont vraiment plus de difficultés à se trouver un logement. Puis souvent, se retrouvent dans des quartiers plus pauvres et dans des logements qui ne sont pas adéquats à leurs besoins. Puis on le voit là, dans le contexte montréalais, mais même au Québec en général, il y a de moins en moins de grands logements abordables dans les quartiers centraux. Donc, c'est énormément difficile de se loger là, pour les familles nombreuses, mais même les familles peu nombreuses. Là, donc, on parle de 1 ou 2 enfants, c'est difficile parce que dès qu'on recherche pour des 5,5 et plus, il y a vraiment une grande pénurie, surtout pour les logements abordables. Ceux qu'on trouve sont extrêmement chers. Donc, c'est ça. Ces familles risquent plus de devoir changer de quartier, d'être dans un logement trop petit pour leurs besoins ou dans un logement non sécuritaire ou insalubre. Donc, c'est ça. Donc, les mères monoparentales, en fait, sont encore plus susceptibles de rester dans un logement qui n'est pas en sécurité par crainte de devoir changer de quartier ou de se trouver dans un logement pas convenable ou pas abordable. Et celles qui préfèrent quitter un logement dans une situation d'insécurité, par exemple, se retrouvent à payer un logement souvent hors de leur budget. Donc, elles vont consacrer une part beaucoup trop importante de leur revenu à se loger. Donc là, elles n'ont pas le choix là, de couper sur les soins aux enfants, la nourriture, l'épicerie, tout ça. Donc, c'est vraiment, là, ça devient compliqué. Puis, donc, c'est ça. Fait qu'on peut vraiment voir que, si on regarde la pénurie de logements, la pénurie de grands logements, puis les contraintes systémiques actuelles du marché locatif privé, qui est vraiment sous tension, ça affecte vraiment les femmes, oui, et les mères monoparentales de manière spécifique. Puis, si on ajoute à ça la discrimination ou implicite des familles à l'accès à un logement, puis ça, c'est sûr que cette discrimination-là, donc ça, c'est à l'accès d'un logement, donc un propriétaire qui va refuser à une famille de louer son logement parce que, bon, les enfants sont réputés pour créer des problèmes, d'endommager le logement, qu'il y ait du bruit, donc et tout ça. Puis cette discrimination-là est exacerbée si la mère se retrouve à l'intersection de d'autres oppressions, donc si elle est racisée, migrante, sans statut ou sans revenu sur le bien-être social, etc. Puis là, il y a deux types de discrimination. La discrimination cachée, implicite, donc on ne va pas rappeler la personne, donc la famille visite le logement, puis le propriétaire, on ne sait pas pourquoi, mais va tout simplement pas rappeler la famille. Ou il y a la discrimination plus explicite. Puis là, c'est souvent quand on recherche un logement, dans les annonces de logement, ça va être marqué preuve de revenu obligatoire. Donc là, c'est sûr qu'on vient discriminer les femmes, les mères monoparentales qui vivent sur le bien-être social,
sur des allocations, par exemple, ou la code de crédit aussi. Des fois, ça va être vraiment marqué aussi pas de famille, ou ça va être marqué couple ou personne seule seulement, etc. Donc, puis c'est ça, en ce moment, c'est pire la discrimination parce que les proprios ont le choix de discriminer puisqu'il y a une pénurie de logement. Voilà. Ouais, vraiment. On le voit là en ce moment, si vous suivez un peu les réseaux sociaux, tu sais, moi, le logement, c'est un peu quelque chose à quoi je me suis intéressée sur le tard. Puis on dirait que maintenant, c'est impossible de ne pas remarquer à quel point il y a tellement de personnes qui sont dans le besoin d'avoir un logement en ce moment. D'ailleurs, je suis vraiment intéressée aussi. Tu m'as dit que tu avais plus un background en études féministes. Qu'est-ce qui t'a amené à regarder le logement en particulier? Ouais, ben c'est un peu un hasard de la vie, si on veut. Ben en fait, c'est ça, j'étais en sociologie avec une concentration en études féministes. Puis après mon bac, j'ai eu un emploi dans un comité logement. Donc là, j'ai vraiment été là, sur le terrain pour voir l'ampleur de la crise du logement, si on veut, là, sur le terrain, puis ce qui se passait concrètement. Puis après ça, ça m'a amené après à avoir un contrat de recherche pour faire une recherche sur la condition la condition des ménages locataires dans l'arrondissement dans l'agglomération de Longueuil. Okay. Donc là, j'ai fait partie de cette recherche-là. C'est un sondage, là, tout ça. Puis moi, j'ai analysé les données. Puis après ça, suite à l'analyse de ces données-là, j'ai vu que les mères monoparentales étaient vraiment un groupe social très désavantagé. Donc, c'est un peu ça qui m'a mis la puce à l'oreille après ça. Fait que pour moi, rendu à la maîtrise, c'était vraiment comme ça faisait du sens de vraiment mélanger là, mes deux intérêts de recherche, soit les études féministes puis le logement. Ouais. Puis tu dirais, dans le fond, qu'est-ce qui est ressorti quand tu as fait l'étude à Longueuil? C'est quoi qui est ressorti par rapport aux mères monoparentales qui t'a vraiment paru choquant ou qui. C'est l'insécurité du logement vraiment? Ou c'est le prix? Ou c'est. Ben, je pense que ce qui m'a marqué, c'est l'insécurité. C'est un groupe, les mères monoparentales est un groupe qui déménage beaucoup dans une vie. Il y avait une question dans le questionnaire, c'est combien de fois avez-vous déménagé lors des 10 dernières années, quelque chose comme ça. Puis les mères monoparentales est un groupe là, qui avait le plus déménagé. Puis en même temps, on devrait se dire, ben pourquoi elle n'a pas le droit d'avoir un logement stable, en plus quand tu as des jeunes enfants, c'est là qu'on a besoin de stabilité et tout ça. Donc ça m'a vraiment marqué, oui. Puis aussi juste la vulnérabilité à vivre toutes sortes de choses, de problématiques dans le logement. C'est vraiment surreprésenté dans les cas d'insalubrité, de logement non convenable, non sécuritaire, tout ça. Donc, ça m'avait vraiment marqué. Il y avait aussi, c'est ressorti aussi les personnes qui sont sans revenus aussi. Ça, c'est beaucoup un groupe qui est très discriminé sur le logement. Mais c'est ça. Donc, les mères monoparentales étaient beaucoup ressorties. Ouais. Ouais, OK. C'est vraiment intense. Hein? C'est criant, mais puis on le sait un peu que c'est vraiment un groupe qui est à risque au niveau de la pauvreté, mais évidemment au logement, accès aux services, c'est des choses qui sont interreliées, mais c'est ça, en tout cas, moi, j'avais fait un peu de recherche pour commencer à me préparer pour cette entrevue, puis j'ai trouvé que les chiffres manquent souvent, puis on parle de familles monoparentales, mais on ne parle pas des femmes, ou on parle des femmes, mais on ne parle pas de celles qui sont monoparentales. Donc, on dirait qu'il y a une espèce de manque de spécificité dans les études qui sont faites. Oui, je suis d'accord, oui. Ouais. En tout cas, peut-être si je n'avais pas assez cherché, là, par la suite, tu m'as envoyé des documents qui étaient vraiment intéressants. Puis, dans le fond, toi, l'étude que tu vas faire dans le cadre de ton mémoire, ça va être une étude qualitative, donc ça va être basé sur des entrevues. J'aimerais savoir, c'est quoi le plus d'avoir une étude qui est qualitative par rapport à une étude qui est quantitative. Donc, tu ne vas pas juste compiler des données, tu vas vraiment aller chercher des témoignages des femmes monoparentales. Oui, ben, c'est ça. Pour moi, c'est un choix méthodologique que j'ai fait dans le cadre de mon mémoire. Ça reste que c'est personnel, mais moi, je trouve que souvent l'approche quantitative est assez froide et peu incarnée. C'est des chiffres. Des fois, oui, c'est frappant, mais je trouve que ça laisse peu de place au récit des personnes qui vivent ces chiffres-là. Donc, pour contrer ça, moi, c'est ça, je voulais vraiment mettre de l'avant les récits des mères monoparentales qui sont prises avec des difficultés de logement.
Puis, c'est l'approche qualitative, pour moi, ça, dans ma recherche en particulier, là, ça me permet de faire deux choses. Un, ça me permet d'entendre les stratégies de résistance de ces femmes face à leur situation résidentielle, de voir comment elles composent avec cette insécurité-là, vécue au quotidien. Chose qui est plus difficile à faire ressortir dans une démarche quantitative. Il ne faut pas penser que les mères monoparentales restent là à rien faire et à subir cette insécurité-là, mais ont des stratégies qu'elles développent pour contrer leur situation parfois précaire. Ben oui. Deuxièmement, ça me permet aussi de faire ressortir les perceptions des mères monoparentales sur leurs conditions de logement, puis le sens qu'elles accordent à leur parcours et à leur insécurité résidentielle. Donc ça, c'est vraiment propre à une démarche qualitative. Donc pour moi, c'est pour ça. Là. Ben oui, c'est vraiment intéressant. Moi qui viens d'un background vraiment scientifique, quantitatif, je trouve que c'est vraiment une approche qui est intéressante, puis qui est justement plus humaine aussi, là. Parce qu'on parle toujours, tu sais, on parle de chiffres, on parle de démographie, mais c'est des humains qui vivent des situations, tu sais. Surtout quand on est dans une approche de lutte pour les droits des personnes, tu sais, il faut vraiment pas oublier que, tu sais, on parle de tendance, mais chaque individu vit sa vie d'une manière unique, vraiment, à sa situation, etc. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Puis, je vais un peu de gauche à droite là, dans mes questions, mais tu sais, on a parlé du fait que les mères monoparentales vivent des oppressions qui sont vraiment particulières à leur situation de femme, mais aussi de mère, puis de la discrimination spécifique envers les personnes qui ont des enfants, etc. Est-ce qu'il y a des ressources qui sont vraiment adaptées pour cette situation-là ou un peu comme dans la recherche, les femmes monoparentales vont se retrouver entre deux chaises un peu? Oui, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas de ressources que moi je connais, là, vraiment spécifiquement qui s'adressent aux mères monoparentales là, et le logement. Par contre, il y a vraiment un travail vraiment important que les comités logements font là, au travers le Québec. Leur travail, c'est d'aider les locataires souvent les plus vulnérables. Puis dans cette population-là, ben, on retrouve les mères monoparentales. Eux font un travail vraiment important avec ça. Puis il y a aussi les comités, les regroupements de centres de femmes aussi partout au Québec, que eux, de plus en plus, s'intéressent au logement. Un peu comme dans les médias, on voit qu'on commence à plus en plus parler de la crise du logement, des conditions de logement des locataires. Mais de plus en plus de groupes de femmes vont faire des recherches sur la condition spécifique des femmes. Donc, c'est sûr que c'est pas spécifiquement sur les mères monoparentales, mais sur le fait d'être femme et d'être sur le marché du logement locatif. Mais souvent, ça va ressortir là, dans les recherches là, que les mères monoparentales sont à risque. Et elles offrent du support et aussi font des recherches. Donc, il y a ces deux pôles-là. Parfait. Est-ce que, moi, je suis vraiment pas familière, mais dans les ressources d'urgence, les foyers, etc., est-ce qu'ils sont bien équipés pour accueillir les enfants? Qu'est-ce qui arrive aux enfants si la mère vit une période d'insécurité, doit passer d'un logement à un autre ou n'arrive pas à se trouver un logement? Qu'est-ce qui se passe avec les enfants? Parce que là, il y a vraiment un seul parent qui a la responsabilité. Donc, est-ce que ces mères-là sont à risque de perdre la garde ou... Ben, je ne pourrais pas répondre exactement à cette question-là par rapport à la garde et tout ça. Je ne connais pas beaucoup bien ça. Mais je sais que les violences donc, autour et dans le logement, on sait, sont souvent perpétrées par des personnes connues de la victime. Donc, souvent, ça a lieu dans le logement de la personne. Donc, effectivement, il y a de plus en plus de liens là, dans les études entre le fait que les femmes vivent des violences et l'insécurité résidentielle. Puis on sait effectivement là, que les ressources d'hébergement sont débordées en ce moment. Je connais un peu les ressources d'hébergement, puis effectivement, c'était rare qu'on voyait seulement une femme seule. J'ai travaillé pour un centre, ressources d'hébergement, puis c'était très rare qu'il y avait seulement une femme seule. C'était la majorité, là, 95% des femmes avec leurs enfants. Okay. Donc, dans ces endroits-là, les enfants sont vraiment bien accueillis parce qu'on sait que pour la mère, il n'y a pas question de laisser ses enfants soit avec un aviseur ou
etc. Donc, les enfants font partie intégrante. Mais si on regarde leur situation aux enfants particulièrement, ben, on sait que c'est extrêmement stressant. Un enfant a besoin de stabilité au quotidien, puis c'est sûr que de devoir déménager, d'aller dans des ressources d'urgence, d'aller dans un logement, se déplacer, tout ça, c'est extrêmement stressant dans la vie d'un enfant. Ça peut avoir des impacts là, sur sa réussite scolaire, sur son épanouissement personnel, ça c'est sûr. Puis, au-delà de devoir vivre dans des ressources d'urgence, dans des cas de violence conjugale, par exemple, mais il y a aussi dans les cas de taille de logement insuffisant, on voit beaucoup de familles, mères monoparentales qui doivent vivre dans des plus petits logements, donc les enfants dans la même chambre. Donc, ça aussi, ça peut empiéter beaucoup sur l'épanouissement et de ne pas avoir un lieu d'intimité à toi quand tu es enfant, mais c'est important, surtout en grandissant. Donc, ça empiète sur beaucoup d'aspects de la vie d'un enfant, c'est sûr. Ah ben oui, c'est clair. C'est vraiment... c'est quand on voit le portrait que tu dresses, c'est vraiment... c'est un peu déprimant, là. C'est vraiment comme... Il y a tellement de problèmes, il y a tellement justement d'oppression qui viennent d'un côté et de l'autre du marché locatif, le danger parfois qui est même à l'intérieur de la maison, la nécessité d'apporter un logement qui est sécuritaire pour les enfants. Est-ce que tu penses, là, tu as parlé des comités logements, les comités logements, ils font de l'aide individualisée pour les locataires. Est-ce qu'il y aurait d'autres manières d'en des solutions pour améliorer la situation des femmes, des mères monoparentales dans le logement? Puis, tu sais, j'imagine que probablement que ça découlerait aussi pour des meilleures conditions pour tous en logement. Mais dans le fond, comment tu vois l'avenir du logement si on veut améliorer le sort des personnes les plus marginalisées? Oui, ben c'est ça. Si on regarde, les mères monoparentales sont surreprésentées comme récipientaires des programmes de logements sociaux. Donc, elles sont plus nombreuses à mettre dans des HLM, par exemple, des habitations à loyer modique, parce que ces programmes s'adressent vraiment aux ménages les plus démunis. Donc, souvent, elles en font partie. Mais par contre, le parc de logements sociaux et communautaires au Québec représente seulement 11% du parc immobilier locatif en ce moment. Donc, beaucoup de ménages à faible revenu doivent compter sur le marché locatif privé pour se loger. C'est bien documenté que les ménages locataires logés sur le marché privé sont plus à risque de vivre de la précarité et de l'insécurité résidentielle que ceux qui sont dans des logements sociaux ou communautaires. Par contre, le marché locatif privé est en ce moment un marché qui est très peu réglementé. Mm-hmm. Donc, je pense que d'un côté, oui, on doit augmenter l'offre de logements sociaux ou communautaires au Québec. Il faut construire plus de logements locatifs abordables pour justement atténuer la pénurie de logements. Donc, si on pense aux mères monoparentales, c'est construire plus de logements, des grands logements abordables. Ça, c'est criant, ça, c'est sûr. Mais aussi, en même temps, je pense qu'on doit davantage réglementer le secteur privé de l'habitation. Parce que, on voit quelques initiatives dans ce sens, comme par exemple le règlement pour une métropole mixte à Montréal, mais je pense qu'on doit être vraiment plus ambitieux si on veut vraiment renverser la tendance actuelle. Parce que la tendance actuelle, on parle de gentrification, hausse des loyers, pénurie de logements, spéculation immobilière qui mène à des hausses de loyers spectaculaires ou des rénovictions, les fameuses rénovictions. Donc, ce qu'on voit en fait, c'est assez alarmant, c'est que de plus en plus, c'est des grands promoteurs immobiliers, souvent en partenariat avec des fonds d'investissement qui acquièrent le plus de terrains à Montréal. Donc, c'est vraiment les plus gros terrains qu'ils acquièrent, les plus centrés dans la ville. Puis souvent, ils vont opter pour le développement d'unités de condominium ou pour le locatif haut de gamme. Parce que ces promoteurs vont choisir ces unités parce que c'est vraiment rentable, plus rapide. Mais c'est vraiment ce type d'activité qu'il faut baliser au plus vite parce que si on veut renverser la tendance, parce qu'en ce moment, c'est ça, c'est vraiment ces grands promoteurs-là qui influencent le plus la transformation générale des villes. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas penser qu'on doit seulement miser en ce moment là, sur le logement, construire du logement social et communautaire, oui, mais c'est que c'est très long à développer dans le système qu'on a actuellement. Donc, il faut en ce moment tout de suite se doter là, vraiment de balises plus strictes et de réglementer davantage
le secteur privé, là, si on veut vraiment stopper ou du moins freiner, atténuer la tendance qu'on voit en ce moment. C'est ça. Donc, il y a plusieurs groupes, justement, des comités logement ou des groupes militants communautaires qui ont donné des différentes idées là, pour réglementer, par exemple, mieux protéger les locataires contre les rénovictions frauduleuses en forçant les dispositions dans le code civil, instaurer un registre de loyer pour que les locataires puissent, quand ils emménagent, puissent voir combien payer les anciens locataires. Comme ça, ça peut freiner les hausses de loyers abusives. Un gel des loyers aussi pour quelques années pour freiner la surenchère aussi, ça, c'est des trucs concrets qu'on pourrait faire pour réglementer là, rapidement le marché privé en ce moment. Mais c'est sûr que le logement, c'est pas non plus une sphère à part. Si on veut aider, par exemple, les familles vulnérables, les mères monoparentales, il faut combattre la pauvreté puis les inégalités de revenus en général. Ben oui. En renforçant le filet social, par exemple, mettre plus de CPE abordables, ça l'aide directement les mères monoparentales, aussi le salaire minimum, par exemple. Ben oui. Accès à plus de services, de soins gratuits, etc. Donc ça, c'est sûr que ça soit dans les deux sens. Ah, ben merci. C'est vraiment des belles propositions qui sont claires, là, puis évidentes, dans le fond. On dit souvent dans notre campagne que les solutions sont là, il faut juste les appliquer. Il y a tellement de recherches qui ont été faites, puis des organismes qui travaillent à créer ces alternatives-là, qui seraient vraiment... Ouais. Qui rendraient notre qualité de vie à tous, là, et tous et toutes, vraiment meilleure. Ouais. Ouais. Ben, c'est ça, puis quand tu parles de qualité de vie, c'est ça aussi que je voulais mentionner, c'est que le logement, en fait, est traité comme un bien marchand, mais en fait, c'est un besoin essentiel, c'est un besoin primaire. Donc, c'est pas normal que ça soit autant, que si on regarde le marché du logement locatif privé, qui loge autant de personnes, souvent des personnes plus démunies ou vulnérables, qui loge autant de personnes et qui soient autant peu réglementées, c'est vraiment, c'est aberrant en fait. Là. Ouais. C'est le capitalisme sauvage, vraiment. Là. Quand on voit justement les aberrations de ce système, on peut juste... en tout cas, ça fait pas de sens. Ouais, c'est ça. Puis encore une fois, c'est vraiment intéressant ce que tu disais par rapport aux propriétaires qui s'allient avec des fonds d'investissement, parce que, tu sais, on parle pas des propriétaires qui sont propriétaires de leur duplex puis qui louent le deuxième étage. Non. On parle de multipropriétaires qui sont des firmes de location qui vont accumuler du capital qui est des logements pour leur vendre à prix plus élevé à des locataires. Puis c'est vraiment eux, c'est intéressant ce que tu dis, c'est vraiment eux qui viennent modifier notre vie, ceux qui viennent créer des opportunités de logement qui ne sont pas accessibles à tous. Oui, c'est vraiment intéressant. C'est eux qui modifient le plus de façon claire et intense les parties les plus centrales si on regarde seulement Montréal, mais ça a tendance à s'étendre aussi. C'est ça qu'il faut réglementer parce que c'est ça qui cause vraiment l'accélération de la gentrification puis les hausses de loyer, tout ça, de façon très rapide. Puis, à Montréal, on n'est pas autant avancé que, par exemple, dans d'autres villes de l'Amérique du Nord, comme Toronto, New York et tout ça, mais on suit cette tendance-là. Donc, si on ne fait rien, on va arriver là. Donc, il faut faire attention. Vraiment. Puis, je ne sais pas, peut-être pour finir, dans le fond, est-ce que tu as des organismes ou des mouvements à un peu mettre en lumière qui font déjà ce travail de contrer, de s'attaquer directement aux propriétaires fonciers? Est-ce que ça passe par le FRAPRU ou dans le fond, vers quelles ressources tu enverrais les gens si ils et elles souhaitent s'impliquer en matière de logement, mais vraiment pour contrer cette gentrification intensive, genre? Bien, c'est ça, c'est que oui, les comités logement font un bon travail parce que puis les regroupements des comités logement et le RECLAC et le FRAPRU, parce que oui, ils font de l'aide individuelle, comme on avait dit, mais aussi ils ont beaucoup de campagnes de mobilisation, de manifestations. Ils vont aussi vouloir
militer en général pour le droit au logement. Donc ça, c'est sûr que c'est incontournable là, si on veut s'impliquer dans le droit au logement en général. Mais il y a aussi beaucoup d'initiatives citoyennes ou temporaires, de mouvements où des citoyens d'un certain quartier vont se mettre ensemble parce qu'ils ont un développement à côté qui ne fait pas leur affaire, donc dans le voisinage. Si on pense à Hochelaga-Maisonneuve, il y a le terrain vague qui a été acheté par Raymond Logistique. Donc, il y a vraiment une grosse mobilisation citoyenne pour essayer de mettre des mesures d'atténuation sonore, par exemple, ou de pollution et tout ça. Donc, c'est beaucoup parsemé d'initiatives citoyennes selon les développements qu'il y a. Des fois, c'est on ne veut pas, dans un quartier, il y a un projet de condo, on ne veut pas que ça aille lieu, donc c'est des citoyens qui se regroupent, qu'est-ce qu'on peut faire, là, là, là. Donc, c'est ça. Donc, il y a un peu des deux là, qui se passent. Oui, c'est vrai que aussi s'impliquer au niveau local, je pense que c'est une des manières les plus efficaces là, de s'impliquer parce que tu viens vraiment mobiliser une communauté qui est directement impliquée aussi, qui va en subir les conséquences s'il y a des constructions de tours ou de centres d'achat, peu importe. Mais ouais, c'est vraiment intéressant cet aspect local versus les grandes forces qui sont comme fédérées au niveau provincial. Mm-hmm. D'ailleurs, comme tu as dit, le terrain vague à Hochelaga-Maisonneuve, on va avoir un événement là, cette semaine, le 15 août, si vous voulez. Non, le 13 août, pardon. J'invite tout le monde à participer. Dans le fond, ça va être une installation artistique qui s'appelle le Pavillon, ainsi qu'une discussion citoyenne justement sur ces forces-là de spéculation immobilière, comment s'y opposer. Donc, tout le monde est bienvenu à participer à ça. C'est pas seulement pour les personnes d'Hochelaga-Maisonneuve ou les gens qui sont impliqués avec le terrain vague. C'est vraiment plus une discussion large sur comment on envisage la ville de demain. Puis, fait que ça, j'invite tout le monde à y participer. J'y serai. Oui. Puis, je suis vraiment contente d'avoir eu cette discussion avec toi. Tu as vraiment des pistes de solutions qui sont concrètes puis qui sont dans ce qu'on peut faire maintenant. Là. Et c'est vraiment intéressant. Est-ce que tu avais quelque chose que tu voulais ajouter en fin d'entrevue comme ça? Ouais, non, ça va, ça va. Moi, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Oui, puis merci du travail que tu fais. Puis c'est vraiment intéressant. Merci pour votre initiative aussi très intéressante que je vais suivre avec grand intérêt. Ah, c'est gentil, merci. Je te souhaite une belle fin de journée, puis je vais arrêter l'enregistrement maintenant.